Donc je le disais, avec l'actualité parlementaire et politique et les titres de cette actualité ce matin. Bonjour Saveria, merci d'être avec nous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. 8 Français sur 10 soutiennent le mouvement des Gilets jaunes et l'appel à bloquer Paris demain. Résultat d'un sondage Odoxa pour le Figaro et France Info. De plus en plus de Français soutiennent le mouvement. On attend 30 000 Gilets jaunes à Paris demain. Emmanuel Macron, lui, va tenter de répondre au mouvement mardi. Il va annoncer un nouveau cap pour rendre la transition écologique acceptable. Fin du congrès des maires hier avec le discours d'Édouard Philippe, le Premier ministre, qui affiche sa volonté d'un dialogue de bonne qualité. La réforme de la fiscalité locale sera présentée mi-avril, promet le chef du gouvernement. Et puis le marathon budgétaire au Sénat, l'examen du projet de loi de finances a débuté hier. Le Sénat qui compte bien imprimer sa marque sur ce texte, notamment en supprimant les hausses de taxes sur les carburants. Alors que le mouvement des Gilets jaunes prend de l'ampleur, l'exécutif s'inquiète et tente de reprendre le contrôle. Le chef de l'État annoncera de nouvelles mesures concernant la transition écologique mardi. En attendant, les Gilets jaunes s'organisent en vue de la grande mobilisation de demain. Les explications de Stéphane Amalian. Face au mouvement des Gilets jaunes, François Bayrou monte au créneau dans les colonnes du Figaro. Le patron du MoDem appelle le chef de l'État à réfléchir alors que les taxes sur les carburants doivent encore augmenter en janvier. La trajectoire définie à partir de 2007 sous l'impulsion de Nicolas Hulot était claire. Une augmentation progressive des prix pour conduire à une baisse de la consommation des hydrocarbures. Mais peut-être n'avons-nous pas assez réfléchi au progressivement. L'ex-garde des Sceaux propose une modulation des taxes en fonction du coût du baril de pétrole, une transition moins radicale pour les automobilistes. Du côté du Parlement, le budget rectificatif 2018 transfère vers le budget général de l'État quelques 577 millions d'euros, récoltés grâce à l'augmentation de la taxe sur les carburants, des crédits initialement affectés à la transition écologique. L'ensemble de la croissance de la recette, du produit attendu de cette taxe sur les carburants, elle est entièrement affectée au budget général de l'État. Ni le CAS transition énergétique, ni les infrastructures de transport ne sont en augmentation en 2019 par rapport à 2018. Un choix qui pourrait enflammer une situation déjà tendue en métropole, mais également en Outre-mer. Des incidents ont éclaté sur l'île de la Réunion, des scènes de guérilla urbaine selon les autorités locales. Un couvre-feu a d'ailleurs été décrété pendant plusieurs jours. Le mouvement des Gilets jaunes, plus calme en métropole, pourrait se relancer samedi à Paris. Le ministère de l'Intérieur a annoncé que le Champ de Mars accueillera la manifestation, ce lieu offrant les conditions de sécurité nécessaires selon la place Beauvau. Et puis dans l'actualité, bien sûr, la fin du congrès des maires hier à la porte de Versailles, avec le discours d'Édouard Philippe, le Premier ministre. Un temps fort, Saveria. Devant les maires, Édouard Philippe affiche sa volonté d'un dialogue de bonne qualité. La réforme de la fiscalité locale sera présentée mi-avril, promet le chef du gouvernement. Je vous propose de l'écouter. Jamais vous ne m'entendrez mettre en doute le sens de l'État, des maires et des élus de France. Le sens de l'État existe encore en France. Et il n'existe pas seulement dans les préfectures et les ministères, mais il existe aussi dans vos mairies et dans vos bureaux. Bien sûr que je ne vous demande pas d'être d'accord avec tout ce que nous mettons en œuvre. Je pourrais vous le demander, mais quelque chose me dit que ça ne marcherait pas. En revanche, je vous demande de ne pas douter une seule seconde du fait que je sais que tous ensemble, nous avons le sens de l'État. Et ne doutez pas non plus du fait que nous savons combien vous êtes au cœur de la République. Le reste est important. Mais dès lors que l'on accepte d'en parler, on y trouve des solutions. Alors comment a été perçu ce discours parmi les maires? Réaction contrastée, vous allez le voir. Les maires saluent le changement de ton et le dialogue retrouvé, mais les inquiétudes persistent. Reportage de Quentin Calmet. 45 minutes de discours et un constat pour les maires. L'exécutif a évolué à l'occasion de ce congrès. Beaucoup saluent le dialogue renoué entre le gouvernement et les élus locaux. On a besoin d'écoute et quand on entend parler le Premier ministre qui nous dit qu'il va nous écouter, il va nous rencontrer, c'est déjà un très gros point positif, ça c'est certain. Moi j'en retiens qu'il a essayé en tout cas de préparer le terrain pour renouer le dialogue avec les instances de l'Association des maires de France. Il subsistera certainement des
des désaccords, mais en même temps chacun est dans son rôle. Et je pense que c'est ça qui fait aussi avancer le débat. Adaptation de la loi NOTRe sur les intercommunalités, réforme des finances locales avec la remise à plat de la dotation globale de fonctionnement, des mesures sur lesquelles Édouard Philippe est revenu jeudi, de quoi satisfaire les maires. Alors écoutez, c'est des mesures qui demandent encore une fois concertation et relation avec les élus de proximité. Sur la philosophie même, tout le monde ne peut être que d'accord de réformer la DGF, 42 critères illisibles, totalement illisibles. C'est un peu, on joue un peu à la loterie pour savoir notre dotation globale de fonctionnement dans les années à venir. Donc là effectivement, il faut clarifier les choses et il faut la réformer. Mais encore une fois, soyons prudents parce que toute réforme nécessite réflexion et on ne sait pas à quelle sauce nous serons mangés dans les années à venir. Du côté de l'Association des maires de France, on salue le changement de ton de l'exécutif avant d'entamer des négociations point par point. Voilà, dans un instant, c'est la deuxième interview politique de cette émission avec le face-à-face de Saveria Rojek. À tout de suite. Bonjour Vincent Delahaye, vous êtes sénateur centriste de l'Essonne et merci d'être présent sur ce plateau ce matin. Merci. Bonjour Vincent Delahaye, vice-président du Sénat. Le marathon budgétaire, l'examen du budget a commencé hier au Sénat. De quelle façon abordez-vous ce texte ? Dans quel état d'esprit êtes-vous et le Sénat et le groupe centriste ? De quelle façon allez-vous imprimer votre marque sur ce texte, sur ce budget ? D'abord, on est un peu déçu par ce texte, parce que la situation budgétaire de la France est mauvaise depuis très très longtemps. Depuis 40 ans, on n'a pas de budget en équilibre. Et on ne se dirige pas du tout vers ces budgets en équilibre. On a une augmentation cette année du déficit. Alors il est à 100 milliards facialement. 100 milliards, c'est quand même beaucoup. Et il y a 20 milliards de CICE, donc en fait on est à 80 milliards, mais 80 milliards c'est plus qu'en 2018 et c'est presque 30 milliards de plus qu'en 2017. Donc on n'a pas le sentiment du tout qu'on va dans la bonne direction. Et finalement, on a beaucoup de dépenses, on est les rois, champions du monde de la dépense, et du coup on est les champions du monde aussi des impôts et des taxes. Et finalement, ce qu'on a dans la rue aujourd'hui avec les gilets jaunes, c'est le résultat de pas mal d'années. Ce n'est pas uniquement le gouvernement actuel, c'est aussi les gouvernements précédents, et notamment le quinquennat Hollande, où il y a eu 50 milliards de choc fiscal. Alors, parmi les mesures phares, la majorité sénatoriale elle veut notamment supprimer la hausse des taxes sur le carburant, on en a parlé. Comment allez-vous compenser cette perte de recettes ? Alors, on va proposer des mesures d'économie, notamment, on l'a vu au niveau de la Commission des finances, on a travaillé avec les Républicains sur le sujet de façon à proposer des mesures d'économie qui contrebalancent effectivement le gel de la hausse de la taxe carbone. Parce que cette taxe écologique, c'est une supercherie en réalité. C'est une taxe de rendement budgétaire, puisqu'elle rapporte 38 milliards aujourd'hui et il y en a 7 milliards seulement qui sont affectés à la transition énergétique. Donc vous voyez un peu la différence. Et on a toujours dit qu'on était pour la fiscalité écologique, à condition que ça soit une fiscalité de substitution et pas une fiscalité de plus, c'est-à-dire une fiscalité additionnelle. Donc aujourd'hui, on n'est pas du tout contre la fiscalité écologique. Encore faudrait-il qu'effectivement on dépense en face quand même on fasse des dépenses pour la transition énergétique qui soient en correspondance, même si c'est pas totalement affecté. Voilà. Donc on va prendre des mesures d'économie pour répondre à votre question. On pense qu'il faut réduire la dépense publique. On est complètement sur cette ligne. Si on veut, à un moment donné, baisser vraiment les impôts en France, il faudra réduire la dépense. Une ligne donc d'orthodoxie budgétaire. François Bayrou, hier, a proposé une modulation des taxes en fonction du coût du baril du pétrole. Est-ce que ça peut être une solution ? Ça a déjà été essayé, c'est une taxe flottante un petit peu qui fluctue. Je ne suis pas sûr que ça soit une solution. Je pense qu'il faut continuer à travailler sur la transition énergétique, mais il ne faut pas non plus aller trop vite. On est parfois embarqué dans des solutions qui n'en sont pas forcément. Donc, en tout cas, il faut se donner le temps de la réflexion et pas aller trop vite. Et changer les comportements, ça ne se fait pas non plus trop rapidement. Bon, on a l'impression que la hausse de la taxe, qui a été amplifiée par Nicolas Hulot, qui on entend aujourd'hui beaucoup, mais qui a amplifié la hausse de la taxe, en fait, cette hausse de taxe, à mon avis, était injustifiée. Une nouvelle hausse, justement, précisément de taxes est prévue en janvier. Est-ce que vous appelez le gouvernement à ne pas mettre en œuvre cette nouvelle hausse ?
Tout à fait. Qui va de facto augmenter de nouveau le prix des carburants. Bien entendu, et c'est 4 milliards de plus qui vont être prélevés. Donc nous allons proposer au Sénat de geler cette hausse. J'aimerais qu'on écoute maintenant Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. C'était hier justement sur cette question du ras-le-bol fiscal. Inutile d'insister sur la situation politique et sociale actuelle pour comprendre qu'aujourd'hui, les impôts, les taxes, ça suffit. Le cap de la restauration des finances publiques sera tenu. Le cap de la restauration de la croissance française sera tenu. Aussi peu ambitieux soit-il, le redressement des comptes publics prévu par le gouvernement suppose la mise en œuvre d'un programme de 14 milliards d'euros d'économies. Et pour ce faire, malheureusement, peu de réformes structurelles, on a recours aux vieilles ficelles. Des mesures de rabot sur les prestations sociales, nous en avons parlé dans le PLFSS, des fusils budgétaires à un coup, avec le décalage de certains allègements de charges sociales. En octobre, le renforcement du 5e acompte qui vient ponctionner la trésorerie des entreprises. Et des mesures structurelles, finalement, d'une ampleur très limitée et qui s'inscrivent assez largement dans la continuité du précédent budget. Vincent Delalay, qu'est-ce que le Sénat va précisément proposer en ce qui concerne la hausse des taxes sur le carburant? Alors, je pensais que j'allais réagir sur le discours ça concerne le ras-le-bol fiscal de Bruno Le Maire, c'est la même chose. Je dirais le discours c'est bien, les actes c'est mieux. Parce qu'on a un discours effectivement où on dit qu'il faut réduire la dépense publique et en réalité, depuis l'avènement de Macron, il y a eu 51 milliards de dépenses publiques supplémentaires, toute administration confondue. Donc on ne peut pas continuer dans cette voie-là. Donc il faut absolument s'arrêter. Sur les taxes, sur la taxe carbone, la proposition qui va être faite, c'est de geler la hausse qui était prévue pour 2019. Donc il y a une hausse qui était anticipée sur 2019 et moi je plaide, en tout cas pour ma part, et c'est à titre personnel, sur une révision de la perspective aussi, puisqu'on avait voté une perspective d'augmentation sur plusieurs années. L'idée, ça serait quand même de revoir aussi cette perspective. Et en ce qui concerne la compensation, c'est un jeu comptable. Comment le Sénat compte compenser cette perte de recettes? Par des amendements, notamment par exemple sur le GVT, sur le glissement vieillesse technicité pour les fonctionnaires, qui est une augmentation à l'ancienneté. L'idée, c'est de faire la moitié du GVT et ça dégage essayons de ne pas être trop technique. Voilà, je vais essayer de pas être trop technique. En tout cas, on a un certain nombre d'amendements que vous pourrez découvrir au fur et à mesure du débat et de la discussion budgétaire. Alors, le ras-le-bol fiscal dont vient de parler l'idée, c'est de ne pas dégrader le solde. On considère que le solde est déjà assez dégradé comme cela. Donc, de ne pas creuser, le déficit. Encore plus le déficit. Le ras-le-bol fiscal, c'est aussi ce qui s'exprime bien sûr dans la rue aujourd'hui avec le mouvement et la colère des Gilets jaunes. Le soutien des Français à ce mouvement des Gilets jaunes est grandissant. Un sondage le dit encore ce matin. Est-ce que ça, vous le comprenez ? Oui, je comprends. Ça fait longtemps qu'on pense qu'il va y avoir à un moment donné le ras-le-bol fiscal. Alors bien sûr, il y a beaucoup de choses qui se greffent avec le ras-le-bol fiscal. Il n'y a pas que ça. Mais le pouvoir d'achat, avec le choc fiscal qu'il y a eu pendant le quinquennat Hollande, il faut quand même le rappeler, 50 milliards, ça a joué beaucoup sur le pouvoir d'achat moyen des Français. L'INSEE a chiffré ça à 440 € par an, en moins de pouvoir d'achat entre 2008 et 2016. Quand on compare 2008 et 2016, il y a moins 440 € par an en moyenne. Donc ça joue, les impôts et taxes finissent par jouer et il faut absolument qu'on se désintoxique de l'addiction que l'on a à la dépense publique en France. Pour calmer justement ce qui s'exprime aujourd'hui, le désespoir, la colère, ce qui s'exprime aujourd'hui dans la rue, Emmanuel Macron va annoncer des nouvelles mesures, un plan, une méthode mardi prochain. Qu'est-ce qu'il peut annoncer le président? Qu'est-ce qu'il doit annoncer aux Français? Je ne sais pas où il va trouver l'argent parce que Édouard Philippe a déjà annoncé des mesures qui coûtent 500 millions d'euros, qui ne sont pas d'ailleurs dans la loi de finances que l'on va examiner et que l'on va discuter. Je ne sais pas où il va trouver l'argent. Je pense qu'il est obligé de faire un geste. Et en même temps, on va lui faire des propositions, nous, pour compenser ce geste. Parce qu'on considère qu'on ne peut pas continuer à creuser les déficits, sinon on va creuser les impôts demain. Vous aimeriez-vous voir le chef de l'État avant mardi pour pouvoir lui présenter ses propositions, justement? On aimerait bien, au niveau du groupe de l'Union centriste, pouvoir discuter beaucoup plus avec le gouvernement et avec le chef de l'État. On considère qu'on est une force de proposition, on est ouvert vis-à-vis du gouvernement et du président de la République, et on a l'impression qu'on est totalement ignoré ici au Sénat. Les 52 sénateurs de l'Union centriste
ne sentent pas que leurs propositions retiennent l'attention du gouvernement. Pourtant, François Bayrou, chef de file et centriste, a une voix proche d'Emmanuel Macron. Il est écouté par le chef de l'État. Justement, j'aimerais savoir le rôle exact qu'il joue par rapport aux relations que le gouvernement peut avoir avec l'Union centriste ici au Sénat. Et Marc Fesneau, qu'on vient de recevoir sur ce plateau, c'est un bon relais aussi de votre voix, de vos propositions? Marc Fesneau, nous avons de très bonnes relations avec Marc Fesneau depuis qu'il a été nommé ministre chargé des relations avec le Parlement. Et donc je pense que c'est une très bonne porte d'entrée, effectivement. Une dernière question sur la charge fiscale, sur le poids fiscal actuel. Est-ce que la suppression de l'ISF, c'est l'erreur originelle, on en a beaucoup parlé, c'est l'erreur originelle d'Emmanuel Macron dans ce quinquennat? Je pense qu'il aurait pu faire un geste. Ou encore même, on pourrait dire la suppression de l'exit tax aussi. C'est des choses qui avaient marqué les esprits. Je pense que l'ISF, il est allé beaucoup trop fort et trop loin et qu'on s'est privé de marge de manœuvre à cause de cela. Donc avec un retour sur l'économie et sur la création d'emplois finalement assez discutable et en tout cas que pour l'instant on ne sent pas suffisamment. Très bien, merci beaucoup. Vincent Delahaye, vous êtes sénateur centriste de l'Essonne. C'est la dernière ligne droite dans la course à l'élection législative dans le deuxième tour, qui aura lieu donc dimanche dans cette première circonscription, qui a été délaissée par Manuel Valls, qui est parti à Barcelone. Deux candidats, Francis Choix, soutenu par La République En Marche, Farida Armani, de la France Insoumise. Moins de 20% des électeurs se sont déplacés au premier tour. Vous soutenez quel des deux candidats, Francis Choix? On ne soutient pas de candidat à l'UDI, on n'a pas été sollicité. Entre les deux non, mais on a été sollicité par personne. Vous savez, quand on soutient, c'est qu'on est sollicité quand même. Quand j'étais candidat et que j'avais besoin de soutien, je sollicitais et on n'a pas été sollicité. Francis Choix de La République En Marche ne vous a pas sollicité? Nous a pas sollicité, voilà. Merci beaucoup. Merci Vincent Delahaye. Merci beaucoup. À l'agenda. Merci d'avoir été l'invité politique du Face à Face ce matin. On passe à l'agenda dans un instant. Voilà, on passe à l'agenda, ce qui se passe au Sénat. Une seule grande information à suivre aujourd'hui, tout le week-end, l'examen du budget à partir de 14h30 aujourd'hui et ce soir, après la discussion générale. Hier, examen des articles de la première partie. La première partie, ce sont les conditions générales de l'équilibre financier, ce qui a trait en fait aux recettes. Elle autorise la perception des impôts existants. C'est toutes les mesures, notamment fiscales, qui ont un impact sur le budget de l'État. Le budget dont l'examen va se poursuivre dans les jours qui viennent, le Sénat qui devrait notamment siéger ce week-end, samedi et peut-être dimanche. Et ça va durer, je crois, cet examen. Ça va durer jusqu'au 11 décembre, l'examen du budget. Merci beaucoup, Saveria. On passe dans un instant, évidemment, à l'œil de rubrique, dans un instant. Voilà, c'est Quentin Calmet qui anime l'œil 2 ce matin. Avec bonjour Cyril. Des tweets dans tous les sens. Exactement. On connaît ça. Ça veut rien. Dans tous les sens, je ne sais pas. Bonjour Quentin. Bonjour. On va revenir avec vous comme chaque semaine sur les faits marquants de cette semaine, ce qu'il faut retenir au travers des tweets des sénateurs. Une semaine bien sûr où il a beaucoup été question du congrès des maires. Oui. Où vous étiez. Tout à fait, et puis où Public Sénat était aussi pour 15 heures de direct toute la semaine. Et c'est effectivement un événement dont on a beaucoup parlé avec 10 000 maires inscrits, 50 000 visiteurs, et donc un événement important pour les élus locaux. Et vous vous en doutez, au Sénat, forcément, c'était le branle-bas de combat. Les sénateurs qui recevaient des délégations de maires. On a pu voir des tweets comme celui de Jacques Genest, qui recevait des maires de son département, des petites photos de groupe ici à la Chambre haute, mais où aussi certains sénateurs en ont profité pour se faire l'écho du blues des maires, un blues dont on a beaucoup parlé cette semaine. Regardez le tweet d'Anne-Catherine Loisier, la sénatrice centriste de la Côte d'Or, qui a tweeté « Face à la lassitude de bon nombre, urgence à revaloriser cette fonction essentielle au bon fonctionnement de la nation. Haut les cœurs, mesdames et messieurs, les élus ». Alors Emmanuel Macron avait promis, bien sûr, de se rendre chaque année à ce congrès des maires. Il ne l'a pas fait. Il a choisi de recevoir 2000 maires avant-hier à l'Élysée. Oui, tout à fait. Et vous vous en doutez, à la clé, il y a beaucoup d'ironie dans les commentaires des sénateurs, comme Alain Houpert, qui a tweeté « Inviter les maires à l'Élysée et leur offrir des petits fours au lieu d'aller à leur rencontre au congrès des maires. Le président de la République poursuit sa politique des amuse-bouches, sauf qu'il n'amuse plus personne. » Et c'est vrai qu'à l'occasion
de ce discours mercredi, le président de la République en a profité pour répondre au mécontentement avec des échanges avec la salle. On l'a vu, il s'est engagé à rester avec eux aussi longtemps qu'il y aurait du monde dans la salle des fêtes de l'Élysée, ajoutant « ce n'est pas un défi que je vous lance, c'est un engagement que je prends ». Et bien cette phrase, elle a fait réagir le sénateur Rachid Temal, un sénateur socialiste, qui a écrit comme l'engagement de venir chaque année devant les maires au congrès des maires. Chacun sait ce que valent les engagements de ce président qui est le chantre de la recentralisation et de la réduction de la puissance publique. Et sur le fond des dossiers, les sénateurs se sont montrés là aussi critiques. Oui, et pourtant, à la fin du congrès, les maires, eux, ils saluaient le dialogue renoué entre les élus locaux et le gouvernement à la suite du discours d'Édouard Philippe et d'Emmanuel Macron. Ils ont noté que le chef de l'État entendait les associer davantage à la prise de décision. Mais par exemple, sur la réforme de la dotation globale de fonctionnement, la pierre angulaire des finances publiques, locales en tout cas, une réforme annoncée mercredi soir, on a pu lire des doutes de la part des sénateurs, comme le sénateur Laurent Lafont, pour les centristes, qui s'est exprimé, qui a dit sur Twitter, alors que le gouvernement est empêtré dans la réforme de la taxe d'habitation, il annonce maintenant une réforme de la DGF et de la péréquation. Tout ça en un an et sans ligne directrice. Est-ce vraiment réaliste? Et on termine, comme chaque semaine, par un tweet un peu plus léger, Quentin. Oui, alors un peu plus léger en apparence, puisqu'on a vu cette devinette posée par un sénateur de la commission des finances. Il dit « Est-ce que le rapporteur général du budget joue à un jeu vidéo en pleine commission ?» Et il tweet cette photo où on voit effectivement Albéric de Montgolfier avec ce qui ressemble à une manette. Troublant, hein. Oui, effectivement. Et alors, en fait, on a eu la réponse un peu plus tard sur Twitter. C'était pas du tout un jeu vidéo. Albéric de Montgolfier est en train de faire une démonstration à ce moment-là, une démonstration très sérieuse, comme l'explique Philippe Dominati dans un deuxième tweet. En fait, il s'agit d'expliquer qu'il n'existe aucun engin professionnel fonctionnant à l'électricité et que toutes les entreprises concernées seront donc pénalisées par l'augmentation du gasoil, comme quoi les apparences sont trompeuses et qu'on ne joue pas aux jeux vidéo. De Montgolfier, vous l'aviez eu comme invité. Absolument, pas de jeux vidéo donc non, en pas de jeux vidéo en commission commission des finances. Alors, pas de petit four, on s'est trompé à la manifestation à l'Élysée, à la réception, parce que moi, je suis le Twitter de Guillaume Gomez, le chef de l'Élysée, c'était des produits du terroir. D'accord. Des produits du terroir. Merci Quentin Calmet. Merci Cyril. Merci. À très vite. prochaine, On merci. passe à la revue de presse dans un instant. Merci Quentin. Voilà. On passe à la revue des unes et de la presse quotidienne régionale avec évidemment ce qui se passe également dans les sites internet de cette presse quotidienne régionale, et c'est le nouveau cap d'Emmanuel Macron qui est à la une du Progrès de Lyon ce matin. Nous avons reçu le message des citoyens. Ils nous invitent à aller plus loin. Déclaration de l'Élysée hier soir. Emmanuel Macron qui va lancer des mesures, des propositions, une méthode pour rendre la transition écologique acceptable mardi prochain. Alors que le mouvement des Gilets jaunes prend de l'ampleur, gagne du soutien dans la population et s'organise pour la grande mobilisation de demain. L'exécutif s'inquiète et tente de reprendre le contrôle. 8 Français sur 10 soutiennent désormais l'appel des Gilets jaunes à bloquer Paris demain. Résultat d'un sondage au Doxa pour Le Figaro et France Info. Voilà, très méticuleux dans ses apparitions médiatiques. Le président des Républicains, Laurent Wauquiez, donne une grande interview à la une de La Provence, le grand quotidien du Sud-Est ce matin, Saléria. Macron fait les poches des classes moyennes. Déclaration de Laurent Wauquiez dans cette interview à lire aujourd'hui dans La Provence. Gilets jaunes, environnement, Marseille. Le patron des Républicains répond sans détour, alors que selon le Canard enchaîné, Laurent Wauquiez aurait demandé à des militants locaux de jouer les Gilets jaunes samedi dernier quand il s'est rendu auprès des manifestants pour éviter d'être pris à partie par les vrais Gilets jaunes. Voilà, et puis à la une de La Voix du Nord, qui est un journal, un quotidien régional partenaire de cette émission. La Voix du Nord dirigée par Patrick Jankélévitch, directeur de la rédaction Pierre Mauchamp. Eh bien, ce sont les migrants qui ont été à la une ce matin. Le drame des migrants qui désormais ne se joue plus uniquement qu'en mer Méditerranée, mais également dans la Manche et la mer du Nord. Les candidats au passage en Angleterre sont de plus en plus nombreux à tenter de franchir la mer du Nord au péril de leur vie. 18 migrants ont été secourus en mer du Nord avant-hier. Plus de 160 au total ont tenté la traversée depuis janvier.
Et attention, les cartes de crédit vont chauffer aujourd'hui car c'est un tout autre sujet, mais c'est le Black Friday qui est à la une de Presse Océan, un des quotidiens du groupe Ouest France. Saveria. Alors le Black Friday commence aujourd'hui, aux États-Unis bien sûr, mais également en Europe et en France. Une opération commerciale qui s'est exportée depuis quelques années en France, sur notre territoire. Certains commerçants y voient bien sûr un moyen de relancer la consommation, d'autres en font un symbole de la surconsommation. Les Français, eux, devraient dépenser, tenez-vous bien, près de 6 milliards d'euros ce week-end. De son côté, eh bien, la Fédération du e-commerce, elle estime que 1,3 milliard d'euros vont être dépensés uniquement sur Internet ce week-end. Oui, je vais cacher mes cartes de crédit, moi. Et puis, on termine avec du sport à la une de Nord Éclair et bien sûr Yannick Noah. C'est le jour J pour France-Croatie, la finale de la Coupe Davis. Ce week-end, le stade Pierre-Mauroy qui accueille jusqu'à dimanche la dernière finale de la Coupe dans sa version historique. Exit Lucas Pouille, le numéro 1 français. C'est Yannick Noah qui a encore surpris tout le monde en choisissant pour défiler croate lors des 2 premiers simples de cette finale aujourd'hui. Jérémy Chardy et Joe Wilfried Tsonga. Voilà, à suivre tout à l'heure. Très bien, merci Saveria pour cette 3e partie, territoire sénal, l'actualité, l'information du Sénat et l'actualité parlementaire et politique. Voilà, on termine cette émission. Lundi matin, c'est Barbara Pompili, l'ancienne ministre de François Hollande, qui sera notre invitée en direct sur ce plateau. Évidemment, demain matin, je vous retrouve pour les meilleures interviews politiques de la semaine à 7h30 sur cette antenne en matinale. Et puis, dans un instant, c'est la météo des territoires, le temps qu'il fait en France, mais également dans les territoires français d'Amérique, du Pacifique, des Caraïbes, de l'océan Indien. C'est une particularité sur le canal 13 de la TNT de cette météo des territoires. Et puis ensuite, suivi du Zap Matin de Christophe Combarieux, ce qui s'est passé dans les journaux télévisés, dans les émissions politiques, notamment Nicolas Hulot sur France 2 hier soir, et également dans les autres matinales d'Info ce matin. Merci à tous, merci de votre fidélité. Bon week-end, bon Black Friday, Saveria. Très bonne journée, très bon week-end à tous. À demain. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. À partir du moment où je restais, je cautionnais les choses. Je cautionnais pas un mensonge conscient, mais une forme de mystification. C'est-à-dire donner le sentiment qu'on était à la hauteur des enjeux. Et on ne l'était pas. Au pied de la Tour Eiffel, c'est le Champ de Mars qui a été choisi par les autorités. Il doit accueillir quelques 30 000 gilets jaunes. Le Champ de Mars répond probablement mieux que d'autres lieux dans Paris à ce critère. Oui, 24 hectares, il y a de quoi noyer une foule de plusieurs milliers de personnes. Cet axe, c'est vous qui l'avez inventé, vous l'avez proposé en 2007 à Nicolas Sarkozy. C'est pas très sympa pour des gens prestigieux comme Nicolas Stern, comme Joseph Stiglitz. C'est vous qui l'avez porté en France, alors on va dire. Je l'ai défendu avec beaucoup d'autres et je l'assume. Réponse immédiate des gilets jaunes sur les réseaux sociaux. Et puis quoi encore? Ce n'est pas au gouvernement de décider qui doit manifester et où on doit manifester. Mais je l'assume à partir du moment où on les met en œuvre avec une dimension et un accompagnement social digne de ce nom. Voilà. C'est ce qui manque aujourd'hui. C'est ce qui a manqué. On va pas aller à cet endroit-là, non. Je ne sais pas d'où vient cette information, mais c'est absolument pas le cas.
Et un communiqué sera fait demain pour signifier le programme de la manifestation. Ce sera certainement, oui, autour de l'Élysée de toute façon. Voilà. Donc il y aura un bouclage qui empêchera de toute façon les manifestants. Un bouclage de la place. Bien sûr, le périmètre ne sera pas accessible et donc il y aura des forces de l'ordre qui dissuaderont cette manifestation. Tout ne se décide pas à Paris. Ce qui a été mal vécu par nos concitoyens, c'est des sujets imposés comme les 80 km/h. Je l'avais dit, je pense que ce sujet des carburants, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Nous payons l'addition aujourd'hui. Une quarantaine de gilets jaunes s'est donné rendez-vous devant cette maison pour manifester. La cible, c'est la députée En Marche de la circonscription. Sur les réseaux sociaux, les membres du mouvement diffusent les adresses des élus de la majorité. La solidarité aujourd'hui, ça n'est plus une option. Parce que les exclus ont vu sur les inclus et ils ont à juste titre une aspiration à l'équité. Et la fiscalité n'est pas équitable. Voilà. Et le président de la République l'a annoncé, il y aura un débat sur l'ensemble du territoire pour répondre au plus près du terrain aux défis énergétiques et pour que la population s'empare elle-même du débat. Personne n'est aveugle et tout le monde est bien conscient de la situation qui est celle dans laquelle Emmanuel Macron a été élu président de la République, où 2 tiers de nos concitoyens ont rejeté et ont éliminé du premier tour les 2 partis qui avaient dirigé le pays pendant 40 ans.